prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 37e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de mai 2022. Oui, ça arrive un petit peu en retard, je suis désolé. Je serai tout seul pour cette émission. Alors je sais pas si Marie sera là pour la prochaine émission, on en a pas reparlé, on n'a toujours pas de Jus de Ciné de prévu, donc j'ai peur que ce soit encore reporté, nous connaissant. On verra bien, mais voilà. Je vais rien vous promettre, parce qu'à mon avis, parce que sinon, je sens que ça va être la clim. Bon, on va faire une belle émission, je l'espère. Le sommaire, quelques actus, des sorties de 2022 en salle, avec le diptyque Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, The Northman, Nitram, Jughead, Top Gun Maverick, avec le premier Top Gun aussi un petit peu avant, et Les Crimes du futur, et des films d'avant 2022, avec Tenue de soirée, Fargo, Mystic River, ou encore Kirikou et les hommes et les femmes. Gros programme, on est donc parti pour les actus. Les actus, bon, il n'y a pas grand chose, j'ai juste trouvé deux actus. La première, et là c'est un décès, puisqu'il s'agit de Ray Liotta, qui les a donc quittés le 26 mai dernier. Ray Liotta, principalement connu pour son rôle dans Les Affranchis de Martin Scorsese, film que je n'ai toujours pas vu, c'est absolument honteux, je sais, mais bon, c'est le grand rôle de Ray Liotta certainement. Il a quand même pas rougir dans sa filmographie, puisqu'il a déjà tourné, puisqu'il avait tourné, pardon, pour James Mangold, avec Copland, pour Ridley Scott avec Hannibal, pour Joe Carnahan, pour Narc, qui est aussi, je crois, un film assez coté. Il avait également joué, oui voilà, pour James Mangold, encore une fois aussi avec Identity, que pour le coup j'ai vu, qui est un chouette thriller. Il a également tourné pour Noah Baumbach, il était dans Marriage Story, c'est vrai qu'il avait un petit rôle, je me rappelle très bien. Donc voilà, il a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter après Les Affranchis, mais c'était quand même un acteur impar qui avait une vraie gueule, qui avait un certain charisme, et donc voilà, donc décédé à seulement 67 ans, un grand acteur américain, assez iconique, peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais qui avait une certaine présence, et voilà quoi, tout simplement, Ray Liotta. Autre actu, le Festival de Cannes, qui a donc eu lieu lors de ce mois de mai 2022, je vais juste en fait vous parler un petit peu du palmarès, tout connement. Donc la cérémonie était donc du 17 au 28 mai 2022, donc avec Vincent Lindon en président du jury. Et donc la Palme d'Or a été attribuée à donc Sans filtre, le nouveau film de Roman Östlund, qui avait déjà remporté la Palme d'Or pour The Square, que j'avais vu d'ailleurs et que j'avais plutôt bien aimé. Apparemment le film a pas mal divisé d'ailleurs de ce que j'ai vu. Je sais pas si j'irai le voir, j'en sais rien, il me semble qu'il sort dans l'année là. Je sais pas si j'irai le voir, mais j'avoue que les avis assez mitigés, bon, je suis pas forcément chaud, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut aussi, dire le Grand Prix ex aequo, donc pour le nouveau film de Lucas Dont, qui va réaliser Girl, et donc là qui arrive avec Close, qui est donc apparemment un drame assez fort. On a aussi le nouveau film de Claire Denis, qui pareil apparemment a pas mal divisé. On a aussi Park Chan-wook, donc le réalisateur entre autres de Old Boy, ou encore de Mademoiselle, qui donc a gagné le prix de la mise en scène pour son nouveau film qui s'appelle Decision to Live. Celui-là par contre c'est quasiment sûr que j'irai le voir. Faut que je m'intéresse de plus près au cinéma sud-coréen, n'est-ce pas? Voilà, il avait également aussi fait bien sûr la trilogie de la vengeance en fait, tout connement, hein, donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, c'est ça la trilogie de la vengeance. Qui sont quand même des films assez reconnus, hein, ma foi. C'est loin d'être un réalisateur mineur, Park Chan-wook. On a eu les palmes d'honneur pour Forest Whitaker et Tom Cruise. Tom Cruise qui était venu présenter dans Top Gun Maverick, dont on parle tout à l'heure, incroyable. Il y avait aussi le nouveau Cronenberg, dont on parle tout à l'heure, Les Crimes du futur, qui était en compétition officielle mais qui est reparti avec rien. Bon. Et voilà, après on a quand même eu un palmarès assez varié, ma foi. On a une actrice iranienne qui a gagné le prix d'interprétation féminine. On a un acteur sud-coréen qui a gagné le prix d'interprétation masculine. Palmarès assez varié, ma foi, qui a été assez critiqué, notamment pour la Palme d'Or, mais bon. Mais oui, cela dit, c'est vrai qu'il y avait aussi dans la compétition, il y avait le nouveau film de James Gray, Armageddon Time, il y avait le nouveau Koreeda, le nouveau Desplechin aussi, qui est sorti en salle entre-temps, et on avait aussi le nouveau film de Kelly Reichardt. Donc voilà, que des noms, enfin quand même, il y avait quand même une sélection assez folle quand même, donc voilà.
ma foi, je verrai si je peux voir quelques films là dans la sélection dans les mois à venir. Normalement, c'est prévu qu'ils sortent dans le courant de l'année. Voilà donc pour cette petite incursion vers le festival de Cannes. Voilà donc pour les actus, on passe donc aux sorties de 2022 en salle, sans transition. Et j'ai envie de commencer donc avec un diptyque qui s'appelle donc Suis-moi, je te fuis, ça c'est la première partie, et Fuis-moi, je te suis, ça c'est la seconde partie. C'est réalisé par Koji Fukada, donc film japonais. Un diptyque, alors le film n'est pas un diptyque de base, c'est-à-dire que par exemple aux States, hein, il me semble qu'il est sorti, alors déjà le nom du film, si je vous dis pas de bêtises, attendez. Oui, c'est ça. Le film s'appelait aux États-Unis The Real Thing, la vraie chose. Il me semble que c'est ça, hein. Attendez, je vérifie, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le film en soi dure 3h45, un truc comme ça. Et donc là, pour la distribution française, ils ont décidé de le couper en deux parties. Pourquoi pas? Donc une partie de 1h45 et une partie de 2h à peu près. Mais voilà, mais du coup, il a bien fallu que je me déplace deux fois pour aller voir les deux parties. J'avais déjà fait ça pour The Souvenir de la réalisatrice, j'ai oublié son nom, c'est absolument terrible. Vraiment, je suis le pire, hein, je suis le pire. Pourtant, les noms des metteurs en scène, je les retiens, les noms des cinéastes, mais là, je l'ai pas. Johanna Hogg, voilà, je savais bien qu'il y avait Hogg quelque part, voilà, c'est Johanna, j'avais plus son prénom. Donc voilà, donc j'avais déjà fait ça pour The Souvenir, voilà. Honnêtement, encore une fois, c'est plus parce qu'il y a pour le côté diptyque que j'ai voulu aller voir les films, du coup. Parce que je trouve que c'est toujours une expérience assez intéressante. Qu'est-ce que ça vaut? Alors du coup, en fait c'est vrai que j'avais déjà vu un film de Koji Fukada qui s'appelait L'Infirmière, que j'avais vu, je crois que c'était en 2019 si je dis pas de bêtises, ce qui fait que j'en avais pas parlé dans un jeu de ciné. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'était donc plus ou moins un drame, hein, mais il y avait quand même quelques petits éléments de genre dedans qui faisaient que c'était quand même relativement intéressant. Et je vous dis une grosse bêtise parce que je l'ai vu en 2020 en fait, le 18 août 2020, donc en fait j'ai dû parler dans un jeu de ciné. Normalement il y a une fiche qui va apparaître maintenant avec le jeu de ciné concerné où je parle donc de L'Infirmière, donc cet autre film du réalisateur que donc j'avais vraiment bien aimé. J'avais été assez notamment marqué par la montage qui était très pertinent, qui arrivait à manger les temporalités avec beaucoup d'intelligence. Et je trouvais qu'il y avait presque un côté thriller et même des éléments de genre aussi qui je trouvais donnaient un côté très mystérieux et assez passionnant au film, malgré quelques petites longueurs. Et là, ça serait un peu pareil. Alors c'est peut-être un peu moins porté dans le côté genre, vraiment. Il y a peut-être un peu moins un côté thriller, mais malgré tout, il y a une volonté de proposer quelque chose d'assez mystérieux, d'assez fascinant, parce que du coup en fait, le film raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle... Je vais un personnage absolument terrible. Je retrouve ça dans quelques secondes. Je suis navré, ça charge. Évidemment, ça met beaucoup de temps. Et évidemment, quand je suis pressé, évidemment, ça met beaucoup de temps. Donc, je comble. Bien sûr, il s'appelle Tsuji. Et donc, en fait, voilà. Le mec est en couple avec deux femmes à la fois. Et il va rencontrer une autre femme, encore, une troisième, qui s'appelle Yukio. Et en fait, très vite, malgré le fait qu'elle soit mystérieuse, où on sent qu'elle a des problèmes dans sa vie, il va être attiré par cette jeune femme, pas forcément attiré dans le premier sens qu'on l'entend. Il va être fasciné en tout cas par elle, parce que bon, ça reste aussi plus ou moins un film romantique. Mais ce n'est pas que ça en fait, le film aurait pu vraiment se contenter d'être que ça. Non, parce qu'il y a quand même un petit peu un jeu du chat et de la souris, d'où le titre, les titres des deux parties d'ailleurs. C'est une célèbre référence à je ne sais pas quoi d'ailleurs, c'est absolument terrible encore une fois. Ça sent que le mec a bossé son truc. C'est fou parce qu'en fait quand tu tapes Suis-moi je te fuis sur Google, et ben en fait il n'y a que le diptyque. C'est vrai que c'est littéralement impossible. Bon bah du coup je ne sais pas. Je n'arrive pas à retrouver la ref. Ce n'est pas grave mais bon, c'est quelque chose de très connu. Je sais pas qui l'a écrit mais c'est très connu. Bref, tout ça pour ça. Donc voilà, donc un jeu du chat à la souris, et donc ce qui va être intéressant, et là où la coupe en deux parties peut être intéressante, c'est que dans la première partie, on va être plus du côté de Tsuji, enfin plus du point de vue de Tsuji, qui va donc essayer de retrouver Yukio, qui va disparaître à un moment dans l'intrigue. Là où la deuxième partie va être plus l'inverse, où c'est Yukio, on va plus être du point de vue de Yukio, qui va devoir retrouver Tsuji, qui a disparu. Donc voilà. La première partie donc, est donc plus portée sur le côté mystère, parce que vraiment les révélations sur la jeune femme, donc Yukio, ça va vraiment se faire au compte-gouttes. Donc du coup ça amène une certaine ambiguïté qui est parfois assez intéressante et plutôt passionnante, et le film va avoir
des vraies fulgurances où justement, quand il essaie de s'éloigner un petit peu du côté romantique drame, où il va vraiment être assez captivant. L'important aussi, c'est que ça joue bien, le casting est vraiment bon, les personnages sont plutôt intéressants, c'est très bien réalisé aussi, enfin la mise en scène est vraiment vraiment bonne. Donc voilà, le tout arrive à nous charmer. Il y a peut-être quelques légères longueurs encore une fois, et peut-être quelques moments où ça manque un petit peu de subtilité, mais globalement ça fait largement le... Ça prend, globalement ça prend, et on est quand même intrigué par la suite. Et donc la suite, Fuis-moi je te suis, donc la seconde partie, où donc là, on n'a plus vraiment de mystère, maintenant on a à peu près les tenants et les aboutissants de l'histoire. Maintenant ça va juste certainement, ça va surtout être des péripéties, mais le film arrive à acquérir un côté plus émouvant et plus envoûtant par rapport à la première partie, ce qui fait que je saurais même pas vous dire quelle partie est la meilleure en fait. Et c'est pour ça que finalement je me dis que c'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant de voir le film en une fois en fait, enfin d'avoir vraiment le film en 3h45. C'est très très long, mais je pense que la coupe, je vois à peu près ce qu'ils ont voulu dire avec la coupe. Effectivement, on peut vraiment voir ça comme deux points de vue différents. Malgré tout, est-ce que c'était vraiment pertinent? Je ne sais pas. Ça, disons qu'il y a quelques bons côtés, quelques mauvais côtés par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien dans cette deuxième partie, c'est que les personnages prennent vraiment de l'ampleur. Le principal arrive vraiment à être attachant et émouvant. Là, dans la première partie, ça pouvait un petit peu peiner de ce côté-là. Puis c'est toujours bien réalisé. Enfin voilà, il y a quand même certaines continuités. C'est pas non plus une rupture totale. C'est pour ça que, encore une fois, voilà, c'est là aussi la limite du côté diptyque. Donc voilà, donc, globalement, c'est un film que je vous recommande, avec de vraies bonnes idées de mise en scène, de bons acteurs, de bons personnages. C'est une histoire plutôt intéressante. Enfin, tour à tour captivante, mystérieuse et tour à tour envoûtante et émouvante. Il y a de vraies belles scènes, il y a une belle photo, il y a plein de belles idées. Voilà, parfois c'est un poil long, parfois c'est un petit peu de la caricature, mais globalement, c'est très charmant et ça se regarde vraiment bien. Voilà. Donc c'était donc le diptyque Suis-moi je te fuis, Fuis-moi je te suis, donc de Koji Fukada, et donc vous le matez comme vous voulez, soit en deux parties, soit en une partie. J'en sais rien, lequel est le mieux. Si vraiment vous avez peur de mater les 4 heures d'un seul coup, ce que je peux comprendre, vous matez en deux parties, sinon si vous êtes courageux, vous matez le film en une fois, je pense que ça peut être aussi tout à fait intéressant. Voilà. Prochaine sortie salle de 2022, c'est The Northman, réalisé par Robert Eggers, film qui était dans mes attentes 2022 de mon bilan cinéma 2021, donc un film que j'attendais vraiment, parce que Robert Eggers c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui avait avant réalisé The Witch et The Lighthouse, qui sont deux films que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'étais assez curieux de voir ce nouveau film de Robert Eggers, qui là donc s'éloigne un petit peu de l'horreur pour un film plus d'aventure avec la mythologie nordique, hein, avec les vikings et tout ça. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien je dois dire que sans être déçu, je trouve le film moins bon que les précédentes réalisations de Robert Eggers. En fait je dois dire que le film, je trouve qu'il a du mal à briller. La faute à une narration un peu trop mécanique et boursouflée. Disons que le film parfois peine un petit peu. Parfois mouline un petit peu et pédale un peu dans la semoule. Il y a quelques scènes un peu longues. Il y a quelques moments aussi, le film est un peu trop symbolique et c'est peut-être de faire un peu trop... Enfin, est un peu trop m'as-tu vu. En même temps, ça marche quand même parce qu'il y a une vraie bonne mise en scène avec des scènes d'action, quelques scènes de bataille plutôt d'ailleurs, qui sont très propres, très lisibles, où c'est beaucoup en plan séquence, et donc ça propose une vraie fluidité. C'est des scènes de bataille. La mise en scène est vraiment très épurée, ce qui fait beaucoup de bien. Là où certains pourraient trouver que ça manque de dynamisme, du coup moi je trouve que ça donne une vraie clarté à l'ensemble et que c'est très agréable à regarder finalement. C'est un film qui arrive à être assez posé malgré qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran. Il y a quand même plein de belles idées, le casting est bon aussi globalement. Finalement tout est fluide en fait. Tout est fluide. Malgré le fait que le film soit un peu long et parfois un petit peu faible dans son écriture, il y a quand même de vraies bonnes choses. Ça se regarde vraiment bien. Mais voilà, c'est pas non plus le film de l'année pour moi, on en est bien loin, pardon. Et je préfère largement Robert Eggers quand il fait de l'horreur. Cela dit, bon, le film essaie un petit peu d'en avoir de temps en temps, on sent qu'il y a encore un petit côté où on sent parfois il essaie un petit peu de faire du genre quand même. Ça reste des petits morceaux par-ci par-là, mais on sent quand même qu'il a un héritage là-dedans. Voilà, donc je sais pas dans quelle voie il va poursuivre, ça reste un cinéaste qui est vraiment intéressant. Mais voilà, mais pour le coup, je reconnais, je vous recommanderais plus ses films précédents plutôt que The Northman, parce qu'encore une fois, je trouve que dans l'horreur, il est vraiment pertinent et intéressant. Voilà. Prochaine sortie en salle, Nitram, réalisé par Justin Kurzel, qui est un film australien. Alors c'est un film qui globalement est bon,
est même vraiment bon. Il a quelques défauts, je dirais notamment que il peine un petit peu à démarrer. C'est vrai qu'il faut quand même une bonne demi-heure pour vraiment que ça se lance. Mais une fois que c'est lancé, le film est assez passionnant. Il y a une vraie montée en tension qui se fait, qui est assez saisissante. Parce qu'en fait, le film est inspiré d'une histoire vraie, donc on est plus ou moins sur un biopic. J'aime pas trop ça. Mais qui se veut quand même être plus dans une démarche fictionnelle que documentaire. Ce qui est quand même, je trouve, assez intéressant. Et donc voilà, donc c'est un film assez militant, qui a un vrai message. Mais je vais y revenir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le film est plutôt bien réalisé. Il y a surtout de très bons acteurs, et notamment Caleb Landry Jones, qui donc joue le personnage principal, qui est vraiment excellent, et qui est assez impressionnant. Il a un personnage qui est extrêmement torturé, très ambivalent, et il arrive très bien à le faire, je trouve. Il est assez saisissant. Je sais pas si on va dire que c'est presque rien que pour lui, il faudrait voir le film, parce qu'il est vraiment très impressionnant, et il porte le film complètement sur ses épaules. Le reste du casting est bon aussi, c'est pas le problème, mais lui vraiment il est assez magnétique et impressionnant. Il y a quelques fulgurances. Le film, avec un sujet difficile et fort, arrive à être assez sobre et à faire preuve d'élégance presque, et de respect, ce qui est assez fort, je trouve, malgré, je trouve encore une fois, il y a la fin qui coche toutes les cases du biopic classique, et ça me fait chier. Je déteste les fins qui sont... Je vous le dis, à la fin du film, il y a un panneau qui va en gros te résumer ce que tu dois comprendre, ce qui m'emmerde un peu. Je trouve que c'est un peu douter de l'intelligence du spectateur, ça m'embête un peu. Mais à part ça, c'est vraiment un bon film avec de belles idées visuelles, avec encore une fois des acteurs vraiment excellents, et qui est assez captivant et fort finalement, voilà. Et même si le film est assez paresseux dans sa fin, dans son final, enfin quand je dis le final, c'est vraiment comment ça se termine en fait. C'est le plan final est vraiment réussi, c'est juste le petit carton à la fin, en mode t'as vu, c'est ça que tu devais comprendre. Ça m'emmerde un peu, mais donc mis à part cela, le film est bon. Et je vous le recommande, parce que malgré tout, c'est un film quand même important qui porte un message assez fort. Nitram de Justin Curtis, c'est également une recommandation. Je trouve pas le film excellent, mais il est quand même suffisamment bon pour que je vous le recommande. Voilà pour Nitram, on passe à Junkhead, réalisé par Takahide Ori, je sais pas comment on prononce comme ça, qui est donc un film d'animation japonais de science-fiction. Et alors c'est un film complètement ovni, parce qu'en fait c'est le travail de presque un seul homme, donc ce Takahide Ori, qui pendant 7 ans a conçu donc ce film d'animation en stop motion, donc avec ses petites mains. D'ailleurs en fait pendant le générique de fin on voit un making of accéléré, et t'es en mode ah ouais, ça force le respect. Le film est extrêmement perfectible, mais rien que pour la performance, parce qu'en plus au générique c'est fou, parce qu'en fait il y a son nom quasiment partout, et du coup c'est assez impressionnant. C'est un film fait maison qui a un vrai charme, qui propose un univers complètement barré. C'est un film qui est complètement dingue. C'est un univers qui est riche, les personnages sont attachants, le film est drôle, arrive vraiment à proposer des séquences complètement allumées, mais qui ont un vrai charme. Il y a quelques petites longueurs, c'est vraiment perfectible aussi en termes d'animation. On sent quand même que c'est fait main, quoi, que ça peut manquer un peu de budget. Le film est peut-être un petit peu long pour ce que ça raconte. Le scénario manque un peu de consistance. Mais alors vraiment, c'est quand même un sacré périple. C'est une aventure, c'est une expérience même, j'aurais presque envie de dire. C'est le genre de film qu'on voit pas souvent au cinéma, et vraiment ça fait du bien. Ça apporte un vrai vent frais. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire en fait, je peux même pas vous résumer l'histoire en fait, parce que c'est complètement barré. Mais voilà, en gros, on est dans un film plutôt post-apocalyptique, dans un univers où voilà, il y a des formes de vie plutôt étranges. Non, voilà, malgré tout, c'est surtout pour le travail accompli qui est assez admirable et qui est absolument impressionnant et gargantuesque. Hein. Enfin, j'imagine à peine le boulot que ça a dû être. Donc voilà, donc rien que pour la performance de tout ce boulot accompli, ouais, c'est un film que je vous recommande. Encore une fois, il est loin d'être parfait, mais c'est une expérience. Voilà, il y a vraiment un vrai côté ovni. Si vous aimez les films barrés et ovni, ça peut vraiment vous plaire, je pense. Et bon, je pense que là, c'est trop tard pour le voir en salle, mais je vous recommande vraiment de poser un œil dessus, parce que vraiment, c'est une expérience qu'on ne voit pas souvent au cinéma, et ça fait du bien.
Le prochain film, la prochaine sortie salle, c'est Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski. Mais avant, petite incursion vers le premier film, vite fait quand même, qui est donc Top Gun, tout court, réalisé par Tony Scott, sorti en 1986, que pour l'occasion j'ai découvert avant d'aller voir Top Gun Maverick. Le premier Top Gun qui est un film culte, pas forcément pour les bonnes raisons, mais qui est un film culte, qui est un film typique des années 80, j'aurais envie de dire, dans ses bons et ses mauvais côtés, j'aurais presque envie de dire aussi. Et donc au final, qu'est-ce que ça vaut avec un œil neuf de 2022. Bon, le film est handicapé de façon assez attendue, par son écriture assez faible, par ses longueurs dans ses scènes intimistes, son kitsch vieillissant et son manque d'enjeu. Surtout, j'étais assez impressionné par ça. C'est-à-dire que vraiment, le film, il faut attendre les 20 dernières minutes pour qu'il y ait un vrai enjeu, pour qu'il y ait un vrai danger, en fait. Après, sa partie pris, pourquoi pas. C'est vrai que du coup, c'est assez surprenant, parce que t'es en mode, mais ok, c'est bien tout ça, mais quel est le but, quelle est la finalité de tout ça. Ça met beaucoup de temps à arriver pour le coup. Voilà, mais malgré tous ses défauts, le film n'est pas désagréable, notamment par sa mise en scène qui est plutôt solide. Tony Scott est loin d'être un mauvais réalisateur. Et les scènes de vol sont vraiment réussies. Alors, après, je sais pas si je vais les comparer par rapport au film suivant, c'est pas forcément pertinent parce que bon, il y a quand même 36 ans qui se parlent les deux films. Mais non, enfin, honnêtement, les scènes de vol sont réussies. C'est-à-dire que vraiment, c'est loin d'être le plus mauvais point du film. Il y a quand même une volonté de rendre ça assez immersif. Encore une fois, ça peut manquer d'enjeu, donc on n'est pas forcément à fond dedans. Mais ça se regarde bien. Il y a quand même 2-3 moments aussi qui sont assez réussis. Il y a 2-3 scènes qui sont assez émouvantes. Voilà, puis il y a Tom Cruise. Il y a le mythe Tom Cruise qui s'est un peu construit avec ce film. Donc forcément, c'est toujours assez intéressant de voir ça. Il y a la fameuse chanson Take My Breath Away aussi, qui revient, comme dans tous les films des années 80, 5-6 fois. En mode, t'as vu, c'est une chanson de ouf, c'est trop bien. Alors oui, c'est une très bonne chanson, mais forcément après matraquer au bout d'un moment ça fait un peu beaucoup. Puis voilà, puis effectivement aussi le film a côté un peu son aura avec tout son sous-texte homosexuel, etc. Effectivement, qui, ouais, honnêtement, si tu regardes un petit peu de plus près, effectivement, on peut avoir le doute sur le côté homosexuel, même si le film nous présente bien une romance hétérosexuelle, mais on peut se poser la question, parce qu'effectivement il y a quand même pas mal d'indices par rapport à ça, ce qui rend le truc assez drôle, j'ai envie de dire. C'est pas mal, c'est sympathique. C'est extrêmement perfectible et faillible, mais c'est pas si mal. Voilà, ça a juste mal vieilli, mais c'est pas un mauvais film. Et donc, Top Gun Maverick, donc réalisé par Joseph Kosinski, donc l'aventure 2022 toujours avec Tom Cruise évidemment, suite qui a été extrêmement acclamée d'ailleurs, j'en suis assez surpris, et qui est en train de tout péter au box-office, ce qui je trouve est une très bonne nouvelle, parce que le film est bon. C'est un bon blockbuster, et honnêtement, par les temps qui courent, ça manque, donc ça fait du bien. C'est un film qui remplit son contrat haut la main. Tu veux voir des scènes d'action dans les airs réussies, tu as des scènes d'action dans les airs réussies, extrêmement bien réalisées, très lisibles, extrêmement immersives, bien plus que dans le film d'origine. Surtout en fait, ça se sent, ça fait du bien de voir un film qui tourne ses scènes en vrai, qui essaye vraiment d'apporter de la substance à ce qu'on voit, de pas mettre des fonds verts partout, et que vraiment ça soit tangible, que ce soit réel, et qu'on y croit. Ça manque tellement au cinéma, ou maintenant, dans le cinéma de blockbuster, pardon, là on a tendance à mettre des fonds verts partout, littéralement partout, il n'y a plus rien de vrai, et du coup tu te dis, ok les mecs ils font des économies, et quand même c'est impressionnant les fonds verts, ouais mais quand même ça fait fake. T'y crois pas, t'es pas dedans, alors que là ça marche parfaitement bien. On pourra dire ce qu'on veut de Tom Cruise, mais à l'heure actuelle, je parle aussi avec l'émission Impossible, c'est encore un des rares à proposer des vrais blockbusters où il y a presque un côté fait maison, un côté fait en vrai, qui fait du bien, qui apporte un vrai vent de fraîcheur dans cette époque où tout, encore une fois, tout est en effets spéciaux. Bon, malgré tout, le film a quand même une petite limite, il va un petit peu dans la surenchère dans le climax, ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais mis à part cela, les scènes de vol sont vraiment extrêmement réussies. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le film arrive vraiment bien à conjuguer, il y a un vrai côté old school, années 80. Bon, le film fait pas mal de références au premier, sans non plus être trop balourd, un peu parfois, mais pas trop non plus. Il y a pas mal de références au premier film, certes, mais dans la plupart, elles sont assez pertinentes. Je pense notamment à une scène avec Val Kilmer qui joue dans le premier film, qui a toute une symbolique par rapport à l'acteur lui-même, mais j'en dis pas plus, qui est donc vraiment très belle. Donc voilà, donc côté old school, mais en même temps, le film embrasse complètement le blockbuster moderne, avec ses qualités et ses défauts. Mais voilà, où du coup, on a des personnages quand même qui sont assez forts, qui sont bien plus que des personnages fonction. Bon, même s'il y a quand même quelques clichés un petit peu, voilà, ça aussi pareil, c'est le gros défaut du film pour moi, c'est l'écriture quand même qui est très faible.
Mais peu importe, je veux dire, c'est un pied de voir les scènes de vol qui sont vraiment impressionnantes et qu'il faut voir en salle, bordel. C'est bien un film à voir en salle en ce moment, c'est celui-ci. Voilà, c'est un film qui est généreux avec son public et ça fait du bien de voir ça. C'est un film où vraiment on sent qu'ils se sont fait chier pour proposer le meilleur spectacle possible et ça fait du bien de voir qu'on est respecté. Voilà, comme quoi faire un blockbuster à gros budget avec des gros stars, mais qui est de bonne qualité, c'est possible. Et j'ai très hâte de voir les prochaines Missions Impossibles. Encore une fois, quoi qu'on en dise, Tom Cruise à l'heure actuelle, c'est un des rares à proposer des bons blockbusters américains, et ça fait du bien. Alors certes, il les réalise pas, mais il est plus qu'un acteur. Depuis quelques années, il a presque un rôle de presque co-réalisateur. Il est producteur aussi, mais surtout co-réalisateur. Il est presque co-réalisateur. Il travaille toujours avec les mêmes mecs, donc là c'est Christopher McQuarrie et Joseph Kosinski en ce moment. C'est quand même pas pour rien, je pense. C'est vrai que vraiment, c'est pas une collaboration à double sens, quoi, j'ai envie de dire. Tant que ça donne des bons films, j'ai rien à redire. On a plein de trucs à redire sur Tom Cruise lui-même, mais c'est pas le sujet ici. Le film est bon, c'est l'important. C'est pas une claque monstrueuse non plus, encore une fois, parce que je trouve quand même quelques petits défauts, mais le spectacle est assuré, et vraiment, ça serait dommage de le rater en salle. Voilà. Et la dernière sortie en salle pour ce numéro de Jeux de Ciné, c'est Les Crimes du Futur, le dernier film réalisé par David Cronenberg, avec notamment Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, qui est un film, encore une fois, assez ovni. En même temps, c'est David Cronenberg, toujours un réalisateur un petit peu à part, toujours dans l'exploration du corps humain, dans le body horror, etc. C'est le spécialiste de ça. Pour un film, donc, où je suis un peu mitigé, je dois dire. Pareil, c'est un film qui m'intriguait beaucoup, je trouve que la bande-annonce était assez réussie. Et au final, je trouve que je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que je trouve que le film a plein de bonnes idées. Plein de très bonnes idées, la scène d'intro est très réussie, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de petites intrigues qui se lancent, oh putain c'est une super idée, ah ouais c'est super intéressant. Le problème c'est que je trouve que le film n'exploite jamais vraiment ses idées, alors qu'il y en a plein, ce qui est extrêmement dommage et se concentre parfois sur des trucs moins intéressants, je trouve. Ce qui fait que le film a un peu de mal à vraiment passionner, en tout cas moi le film a vraiment du mal à me passionner. Pourtant le casting est très bon, c'est bien réalisé, il y a une belle photographie, mais voilà, disons que le film n'arrête pas d'être le cul entre deux chaises et n'arrive pas vraiment à décoller selon moi. Il y a plein de tentatives de proposer quelque chose, parfois il va aller vers le côté horreur, parfois il va un petit peu aller vers le côté thriller, parfois il va vraiment être un pur film de SF, donc ça pour le mélange de genres c'est très réussi, mais ça parfois a vraiment du mal à se télescoper et je trouve que au final on a un film qui peine vraiment à s'équilibrer, et donc c'est une succession de bonnes idées, mais qui n'ont pas vraiment de liant et qui n'arrivent pas vraiment à faire une vraie structure. Ce que je trouve dommage, parce qu'il y a quand même plein de belles qualités, mais le film ne transforme pas l'essai pour moi. C'est vraiment dommage. Cela dit, quand le film s'est terminé, j'étais en mode ah ouais déjà, parce que pour le coup la dernière scène est vraiment réussie aussi. J'étais en mode putain ah ouais déjà, d'accord. Donc quand même si j'ai trouvé le film un peu long, il y a quand même eu ce côté à la fin, ah déjà. Alors après est-ce que ça veut dire que le film a une fin un peu bâclée et un petit peu boum? Peut-être. Le film a un côté long et en même temps rapide. C'est en ça que je dis vraiment qu'il a un équilibre un peu particulier. Voilà. Est-ce que je vous le recommande? Je pense que si vous aimez Cronenberg, vous allez être ravi. Si vous n'aimez pas Cronenberg, je pense pas que c'est avec ce film que vous serez convaincu. Moi, c'est un cinéaste que je connais finalement assez peu. J'ai vu assez peu de ses films, mais c'est quand même un cinéaste que j'ai envie de plus explorer. Donc voilà, ça va pas décourager pour voir ses autres films, bien évidemment. J'avoue que j'espérais mieux, mais c'est pas inintéressant. Voilà. On passe au film d'avant 2022 et on commence avec Tenue de soirée, réalisé par Bertrand Blier, sorti en 1986. C'est un film que j'avais envie de voir depuis très longtemps. C'est un film qui est très connu pour ses dialogues, principalement pour son côté extrêmement irrévérencieux et tout ça. En même temps, c'est Bertrand Blier. Et alors, je suis un peu déçu. J'ai été un peu déçu par le film. On a de très bons acteurs. Vraiment, le trio principal, Gérard Depardieu, Michel Blanc-Miu, est juste formidable. Rien à redire. La mise en scène est vraiment bonne, il y a des répliques qui sont savoureuses, mais alors, je trouve que le film est encore une fois très mal équilibré. Il y a c'est trop inconsistant, je trouve que le film opère beaucoup trop de changements de ton, qui moi me plaisent qu'à moitié. Il y a encore un petit côté, parfois le film est trop émouvant pour faire rire et fait trop rire pour être émouvant. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Je sais pas si c'est parce que le film a mal vieilli, j'en sais rien. Pourtant, dans ces thématiques, il a un côté très provocateur qui je trouve est assez encore pertinent aujourd'hui. Mais, je sais pas, les variations de ton continuellement assez perdues. Et finalement, le film m'a pas fait tant rire que ça, en fait.
justement parce que peut-être qu'il parfois il se prend peut-être un peu trop au sérieux, j'en sais rien. Et pourtant il y a quelques dialogues qui sont absolument géniaux, hein. Il y a le fameux... Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? Il y a vraiment des dialogues qui sont devenus cultes et qui sont devenus des références absolues, où vraiment, voilà, le film est extrêmement impudique. Je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, le film va vraiment à fond dans les révérences et dans la provocation. Ce qui parfois est plutôt rigolo, parfois, je trouve, à la limite du trop. Ça, je trouve qu'encore une fois, le film a vraiment du mal à vraiment s'équilibrer. Donc déçu. C'est pas un mauvais film, évidemment que non, mais j'ai été un peu déçu. J'ai pas été à fond dedans, donc voilà. Un peu déçu. Pourtant, Bertrand Blier, quelqu'un que... Encore une fois, pareil, c'est un cinéaste que j'ai vraiment envie de découvrir. J'avais vraiment bien aimé Buffy Froid, mais là, pas vraiment convaincu. Dommage. Le prochain film, Fargo, des frères Cohen. Je vais aller plutôt vite en vrai, parce que le film est très bien. Je veux dire, c'est un peu un classique du film policier. C'est-à-dire que vraiment... Alors c'est fou parce que, en vrai, j'ai vu le film. Bon, je suivais ce qui se passait sans problème. J'ai pas non plus été « Waouh, c'est incroyable !» Mais en même temps, c'est un peu le genre de film où tu peux rien redire. C'est vrai que vraiment, que ce soit les acteurs qui sont excellents, que ce soit la mise en scène qui est vraiment très très bonne, les images qui sont sublimes, enfin vraiment la cinématographie qui est assez belle, enfin très très belle pardon, l'écriture qui est vraiment très solide, extrêmement réussie, qui arrive parfaitement à jongler entre les différents personnages, etc. Là pour le coup je trouve que les variations de ton sont très très réussies, c'est un film qui arrive vraiment à faire rire, avec un espèce d'humour noir qui est extrêmement réussi, on a des personnages très fantasques mais vraiment attachants. Non enfin voilà, l'écriture est très épurée je trouve, elle est très simple en apparence mais je trouve qu'elle est extrêmement maîtrisée et efficace. Et il faut pas plus en fait pour faire un très bon film, il faut pas plus. Donc voilà, c'est pas un film, je suis en mode putain c'est génial, mais en même temps c'est vraiment très bien, je peux rien dire en fait. C'est un film vraiment très bon. Voilà, je pense qu'il sera jamais dans mes films préférés, mais c'est un très bon film. Je peux pas dire le contraire en fait, c'est impossible de dire le contraire. C'est quasiment impossible, je trouve que le film a pas de défaut en fait. C'est un peu le genre de film où tu peux rien reprocher. Voilà, donc c'est très très bien. Encore une fois, les frères Cohen, pareil, c'est des cinéastes auxquels il faut que je m'intéresse plus. Le prochain film c'est Mystic River, réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2003. Et là, ça va être un peu pareil en fait. C'est-à-dire que vraiment, le film est très bien. Pareil, c'est un film que je veux voir depuis longtemps. Puis voilà, alors c'est pas forcément le film le mieux réalisé de Eastwood, mais en même temps, les acteurs, l'écriture, la photographie, la musique, tout ça, enfin... Non, c'est très bien. C'est un très 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 bon film. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont mal compris d'ailleurs, notamment par rapport au personnage de Sean Penn. Et là, c'est en ça que je trouve que le film est très fort, parce qu'il est non manichéen. Il arrive vraiment à apporter de la nuance. Il n'y a presque pas de gentil de méchant, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. J'adore ce genre de film. Et non, enfin, c'est extrêmement intense, c'est très fort, il y a vraiment des scènes absolument incroyables. Et même si la mise en scène est assez simple, il y a quand même de sacrées fulgurances. Non, voilà, c'est un très bon film. Encore une fois, je peux pas non plus épiloguer, quoi. C'est un très bon film que je vous recommande vraiment beaucoup. Voilà, Clint Eastwood, un grand Clint Eastwood, quoi. Un très très bon Clint Eastwood, peut-être pas le meilleur, mais un très grand Clint Eastwood. Les acteurs, quoi, Tim Robbins, Kevin Bacon, et Sean Penn. Et puis on a aussi Laurence Fishburne, le toujours excellent Laurence Fishburne, qui était bien excellent. Enfin bref, tout simplement, un très très bon film. Et on termine avec Kirikou et les hommes et les femmes, réalisé par Michel Osselot, sorti en 2012. Film que j'ai vu pour le bal sens critique, hein, vous commencez à connaître la chanson. Si vous ne savez pas de quoi je parle, matez les jeux de ciné précédents. Je vais pas expliquer là, ça à chaque fois c'est trop long. Alors, j'avais bien aimé le premier film, j'avais trouvé le second film un petit peu décevant, dans ce côté juste succession d'histoires de court-métrage. Alors là, on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans la chronologie avant le premier film, ou en tout cas au cours du premier film, je sais pas vraiment exactement. Et donc pareil, on a une succession de courts-métrages, mais je trouve que le film est une bonne surprise. C'est vrai que ça commence timidement, c'est vrai que les deux premières histoires sont assez anecdotiques et sont à peu près dans la veine du deuxième film. Et à partir de la troisième histoire, donc c'est le garçon en bleu, c'est comme ça que s'appelle l'histoire, là ça devient vraiment vraiment intéressant et même assez passionnant. Les histoires sont vraiment, je trouve, beaucoup plus profondes, apportent beaucoup plus de nuances dans le traitement de ces personnages et arrivent à développer une certaine poésie, je trouve. Et vraiment, les trois dernières histoires m'ont vraiment vraiment captivé. Et je dois dire que vraiment, le film arrive vraiment à parfois retrouver la réussite du premier film, quoi. Encore une fois, la construction en succession de petits courts-métrages peut dérouter. Ça m'avait un petit peu déçu, ça m'avait un petit peu décontenancé sur le deuxième volet.
Mais là, je trouve que finalement, il y a une vraie progression qui fonctionne très très bien. Et aussi, donc, il y a la nouveauté dans le style d'animation qui je trouve est assez réussie. Ça fait un peu bizarre au début, mais je trouve qu'on s'habitue très vite, parce qu'il y a en fait, le film mélange 2D et 3D, là où c'était principalement que de la 2D à l'époque, je crois. Donc voilà, donc ça ne trahit pas l'héritage Kirikou, tout en apportant un peu plus de modernité dans l'animation. Donc je trouve que c'est très réussi, encore une fois. Donc voilà, le premier film reste le meilleur, mais c'est honnêtement un troisième volet plus qu'honorable. Et que je vous recommande. Voilà donc pour ces finalement 2022, et voilà pour le jeu de ciné numéro 37. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux jeux de ciné. Prenez soin de vous, voyez des films en salle. Ciao!